Merci beaucoup Anne-Caroline pour ta présentation. Voilà, c'est troublant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a passionné et j'espère que ce que je vais vous exposer maintenant fera un petit peu écho à ça. En tout cas, j'ai essayé parce qu'une partie de ce que je vais vous raconter, est-ce que vous voyez bien ma présentation? C'est bon? Quelqu'un Oui, peut me c'est dire bon. voilà. A été un peu provoqué par le fait de t'avoir écouté et d'avoir lu aussi d'autres choses, mais en tout cas, ça a eu une influence très significative et je te remercie. Donc, ça a été dit, je suis directeur de recherche à INRAE, l'UMR d'INAFOR. Par souci un peu de transparence, je précise aussi que je suis président de l'association Solagro qui est à Toulouse, qui est très investie dans des questions d'environnement, de forêt, d'agriculture, d'énergie. Mais finalement, bien sûr, ces deux expériences-là alimentent ma réflexion, mais ce n'est pas ce titre-là, ce n'est pas au titre de ces deux entités que je m'exprime aujourd'hui. C'est plutôt au titre de membre de la Técopole, de scientifiques citoyens qui a envie de partager, qui a envie de construire, qui est ravi de participer à des discussions comme celles qui ont lieu aujourd'hui. Ce qui a été échangé sur le chat, là, c'était absolument passionnant. Donc moi, je trouve que c'est utile, que ça nous sert à aller dans le bon sens et que je pris aussi un peu de liberté avec mon champ scientifique. Voilà, moi je travaille sur les paysages, sur la biodiversité, un peu sur les forêts. Mais vous allez voir mon exposé, ma présentation, c'est présent, mais c'est pas le cœur de ma présentation. Et vous m'excuserez sur certains points que peut-être je vais vous exposer et qu'il y a peut-être des spécialistes de ces questions-là qui vont me reprendre, mais ça sera très bien. Voilà, mais en tout cas, c'est des choses qui m'ont questionné, inspiré. J'ai essayé aussi d'être pédagogique sur certains aspects, donc peut-être que des spécialistes du domaine vont dire que je reste trop superficiel. C'est un équilibre un peu entre les deux. En tout cas, c'est surtout pour provoquer de la discussion avec vous et j'en serais ravi. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est une promenade en forêt avec quatre étapes. La première, elle fait un peu écho à ce qu'a présenté Anne-Caroline. La forêt, finalement, est-ce que c'est la nature? Qu'est-ce que ça dit de nous, de nos relations? Comment on le perçoit? Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui là-dessus? En tout cas, des choses qui, moi, m'ont fait changer ma façon de concevoir ça. Je ferai ensuite un tour d'horizon très superficiel des différentes approches d'écologie qu'on manipule pour s'intéresser aux forêts, de l'écologie scientifique. Et qu'est-ce que ça dit de la complexité de ces objets forestiers? Qu'est-ce que ça dit aussi de l'écologie? Je ne suis pas certain que parmi vous, tout le monde soit au fait de ce que veut dire les disciplines de l'écologie. Je ferai encore un survol de les forêts, à quoi elles nous servent, nous, dans nos sociétés, dans nos vies, et pourquoi c'est si important. Et puis, j'essaierai de rassembler un peu toutes ces réflexions sur qu'est-ce que ça peut nous indiquer sur les avenirs possibles de nos forêts. Et j'espère attirer votre attention sur le fait qu'il y a des choses très importantes à ce propos qui sont en train de se décider et sur lequel il serait pertinent qu'on puisse avoir du poids en tant que citoyen. Voilà, alors la forêt, est-ce que c'est la nature? On entend souvent dire ça, les gens quand on leur pose la question, je vais me promener en forêt, je vais me promener dans la nature, il y a une espèce de bijection entre les deux pour beaucoup de gens dans la littérature, dans la culture. Et bon, c'est peut-être pas si évident que ça pour tout le monde. Alors, je vous propose un petit exercice participatif, histoire de s'assurer que tout le monde est bien réveillé. Je vous dis, ça a l'air d'être vraiment le cas, puisque quand je vois le nombre de questions. Voilà, je vous propose de vous passer deux photos que j'ai choisies. Voilà, vous allez pouvoir les observer pendant 10 secondes. Et puis, je vous propose d'utiliser le chat
pour indiquer le numéro de celle qui, pour vous, dans votre ressenti, et fiez-vous à votre intuition, illustrerait le mieux les liens que nous, humains, faisons entre forêt et nature. Pourquoi cette relation-là entre les deux paraît pour beaucoup de gens assez automatique. Donc vous pouvez ensuite expliquer ça très brièvement dans le chat. Et ce que je propose, c'est vous pourrez voir les réponses des uns et des autres à travers le chat et ça vous montrera un peu cette diversité. Et puis éventuellement, si quelqu'un veut bien compter les 1 et les 2, il y a juste 2 photos, on pourra, si ce n'est faire une statistique, au moins éventuellement en rediscuter à la fin. Donc attention, première photo, 10 secondes, vous vous inspirez, vous réfléchissez, et puis après, il y aura la deuxième photo, et vous aurez une petite minute pour donner votre avis, si ça vous va. Photo 1. Voilà, les 10 secondes sont à peu près passées. Photo 2. Voilà, allez, à vos claviers, une petite minute. Il paraît que de voir un chat, c'est agréable et ça aide à se concentrer. Donc, vous pouvez sur le chat, alors moi je le vois pas, là je regarderai ça plus tard, donc indiquer la photo qui vous semble la mieux exprimer cette relation entre forêt et nature, et éventuellement 2 mots pour dire pourquoi vous pensez ça. Bon, je pense que la minute est à peu près passée. En fait, on va pouvoir échanger un petit peu sur vos impressions, mais ce que j'ai voulu faire là, c'est provoquer au début de cette présentation, après presque 1 heure d'échange, la tension qui peut être devant, que vous pouvez ressentir à être devant vos écrans enfermés, eh bien, un moment de relaxation. Et aujourd'hui, eh bien, on a pu mesurer scientifiquement, et de nombreux résultats le corroborent, que le fait de regarder, alors d'être dans la nature, mais de regarder même juste des images de nature, de forêt, eh bien, a un effet bénéfique sur notre santé, sur notre capacité à être concentré. Là, dans cet article, c'était la concentration alors moi, je ne suis pas du tout médecin, une substance qui indique une certaine tension, voilà, un certain ressenti physiologique. Et vous voyez en vert que la personne qui regarde des photos de forêt a un niveau de cette molécule qui reste bien inférieur à celle qui a regardé des photos tout aussi complexes d'un point de vue visuel, mais d'images qui n'étaient pas de forêt ou qui n'étaient pas de nature. Et je trouve que ces observations et ces résultats scientifiques, quelque part, quand j'ai découvert ça, remettent pour moi d'un seul coup un nouveau niveau de questionnement de notre relation. Et c'est un des fronts aujourd'hui majeurs de questionnement sur la place de la nature dans nos sociétés, c'est ce lien à la santé. Alors la pandémie qui nous tombe sur le museau actuellement, elle renvoie aussi à ces questions-là de lien à la nature, à la santé, dégradation de la biodiversité, interaction avec les animaux. Mais il y a d'autres dimensions, et celle-là en est une. C'est devenu tellement important que la FAO vient de publier il y a quelques semaines une énorme synthèse sur ces relations entre les forêts et la santé humaine et son bien-être,
que ce soit à travers la santé physiologique, mais aussi la santé mentale, les rapports avec la nutrition. Et on voit émerger tout un ensemble de travaux et aussi d'activités économiques. Hein. Voilà, vous pouvez faire de la sylvothérapie dans la forêt de Fontainebleau autour de cette relation à la nature. Et oui, maintenant, les forêts, elles soignent, on le sait, elles nous font du bien. Alors, il faut moduler ça, bien sûr. Elles ne soignent pas tout. Et si vous avez des problèmes cardiovasculaires, certes, faire des bains de forêt, comme c'est indiqué dans cet article qui vient tout juste d'être publié, ça peut que vous être bénéfique. Mais enfin, les médicaments ont quand même des effets beaucoup plus importants et plus efficaces que les bains de forêt. Donc, il faut relativiser cette importance de la santé. Mais en tout cas, je trouve que ces résultats démontrés scientifiquement, parce qu'on en avait l'intuition depuis très longtemps, démontrés scientifiquement, remettent au goût du jour la nature même de notre relation en tant qu'être humain à ces entités particulières, à la nature et aux forêts. Et quelque part, ça ravive l'idée d'une évidence qu'on avait un peu oubliée, c'est que finalement, nous sommes des forestiers, nous sommes des animaux forestiers. D'où mon titre, qui vous a peut-être surpris, nous sommes tous forestiers. Oui, parce que d'un point de vue évolutif, nous avons, notre espèce a passé bien plus de temps à vivre dans des milieux plus ou moins forestiers. Vous allez me dire, pendant les dernières glaciations ou pour les Inuits, il n'y a pas beaucoup d'arbres et pas beaucoup de forêts. Certes, mais globalement, nous étions dans la nature, nous étions dans des milieux où il y avait des arbres qui étaient arborés, et nous avons, en tant qu'animal, développé des capacités évolutives de perception, de ressenti, qui sont éminemment, évidemment, adaptées pour vivre en forêt. J'ai beaucoup aimé le livre de Baptiste Morisot, j'ai vu dans le chat quelqu'un le citer, qui, à sa manière, faisait état de ça en disant « Nous avons encore en nous, très profondément inscrites, des capacités qui résultent de cette capacité à vivre dans la forêt, notre intelligence, notre capacité à lire, par exemple, les traces des animaux ou la physiologie, la phénologie des plantes dans les forêts, eh bien, elle s'exprime aussi dans notre capacité à analyser, par exemple, des systèmes complexes ou à anticiper. Être chasseur, c'est savoir anticiper. Donc, quelque part, nous avons des liens anciens, et ça m'a, je trouve, une forme qui renouvelle l'idée même de cette relation. Oui, nous faisons bien partie de la nature. Et ça, on le retrouve de façon assez claire pendant l'enfance. Parce que construire des cabanes, être dans la forêt, avoir peur dans la forêt aussi, et les livres pour enfants en parlent abondamment, eh bien, de nombreux travaux et d'études pédopsychologiques ont montré que c'était des éléments extrêmement structurants de la façon dont le jeune enfant deviendra un adulte, la façon dont il se construira dans sa relation aux autres, dans sa relation à la complexité, dans la relation qu'il aura avec d'autres types de milieux, dont la nature. Et voilà, et c'est à cet égard extrêmement inquiétant, comme l'a bien indiqué Anne-Caroline, de voir que ces expériences disparaissent, diminuent, perdent en qualité, en profondeur et en richesse. Tout cela, pour moi, ça a été d'autant plus important que je le précise parce que c'est important et c'est pas de la psychologie ou de la psychiatrie à deux balles, mais je suis fils de forestier. Mon père était garde forestier. J'ai vécu enfant, adolescent dans la forêt en y passant beaucoup de temps. Et donc, quelque part, cette relation particulière à la forêt, à ce milieu, ce bien-être, ce plaisir que j'ai à travailler, à étudier, à être présent en forêt, jusqu'à maintenant, je le liais à cette relation particulière, filiale. Voilà, et bon, je vivais avec ça. Quelque part, ces travaux, ce que je viens d'exposer là très, très brièvement, ben, ça a remis ça dans une autre dimension. C'est que si moi, je suis sensible à ça, les autres peuvent l'être aussi parce que nous sommes tous quelque part des forestiers ou des enfants de forestiers. Et moi, je suis à l'aise quand je suis dans une forêt. Ça ne me dérange vraiment pas d'être dans la forêt, bien au contraire. Et j'étais surpris
en rencontrant des gens hors de mon cercle professionnel, qui sont aussi des gens qui aiment être dans des écologues, qui vont dans la nature, que finalement, pour beaucoup de gens, dans nos sociétés aujourd'hui, les forêts sont souvent aussi ressenties comme menaçantes. Peut-être que c'est votre cas. Voilà, plusieurs études ont montré que la plupart des gens qui vont se promener dans les forêts périurbaines ou qui vont faire de la randonnée, eh bien, en général, dans la très grande majorité des cas, ne sortent pas des sentiers. Et puis, dans la très grande majorité des cas, prennent toujours les mêmes sentiers, toujours les mêmes circuits. Et quand on les questionne, ils ont toujours peur ou de se perdre, ou de faire de mauvaises rencontres, ou de, que sais-je, croiser un loup, un fauve, et d'autres choses. Et maintenant, moi, j'incite les gens, vous pouvez sortir des sentiers. En France, peut-être pas partout, peut-être pas quand vous êtes au fin fond des Pyrénées, peut-être que là, il faut être un peu plus prudent. Mais quand vous allez vous promener dans la forêt de Bouconne, vraiment, sortez des sentiers. Voilà, même Francis Allais, lui, il peut aller dans la forêt, dans la jungle, s'installer tranquillement, tout seul, au milieu de la jungle, et il prend aucun risque. Donc vraiment, allez dans la forêt de Bouconne, sortez des chemins. Si vous avez l'impression de vous perdre, eh bien, vous continuez tout droit, vous finirez bien par tomber sur un chemin. Vous voyez, les cartes sont très bien, montrent des quadrillages très précis de sentiers. Donc les risques sont vraiment minimes. Et cette expérience-là, assez particulière, alors qui pour moi est familière, puisque je la fais assez fréquemment, mais d'aller dans la forêt, de sortir du sentier, éventuellement d'y aller seul, ou de s'isoler un petit moment d'un groupe, eh bien, c'est une occasion d'un ressenti de cette relation à la nature qui est souvent très riche. Donc, je vous incite à le faire. C'est quoi une forêt dans notre imaginaire, dans notre façon de voir? Alors, il y a une définition officielle, je vous rassure, hein, l'inventaire forestier national a défini ce qui est une forêt, ce que ça n'est pas. Voilà, c'est schématisé ici. Il faut une certaine hauteur, certaines plantes, certains usages, un certain taux de couvert, une certaine surface qui est occupée. Et pour beaucoup de gens, la forêt, dans leur imaginaire, l'archétype, c'est la forêt de Tronchet, voilà, dans l'Allier, c'est la forêt cathédrale, la forêt majestueuse, de grands chênes, des fûts comme des colonnes, un sous-bois assez clair dans lequel on voit au loin qui peut arriver, on peut trouver des champignons, une certaine ambiance. Alors c'est ça les forêts, certes, mais c'est aussi ça. C'est parfois des situations beaucoup moins grandioses, moins accueillantes, plus difficiles d'accès. Ça fait partie aussi de la diversité de ces milieux, des forêts. Ça peut être aussi ça. Voilà, la définition officielle de forêt, ça inclut les forêts artificielles, les forêts dites de plantation où les essences ont été mises de la main de l'homme et parfois ne sont pas originaires de la région. Je précise quand même une petite chose, c'est que la forêt cathédrale que je vous ai montrée au début, pour certaines portions de ces forêts, elle est tout aussi artificielle, mais elle est artificielle depuis beaucoup plus longtemps. Une partie de la forêt de Tronchet a été plantée à la main par des forestiers à l'époque de Colbert, avec des chênes qui sont d'origine italienne. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Donc la différence entre artificiel et naturel, parfois, elle est ambiguë. Et puis la forêt et la nature dans son ensemble, c'est aussi des choses beaucoup moins accueillantes. C'est du piquant, c'est du sale, ça peut être du boueux, de l'humide, du très désordonné. Et je pense qu'il faut que les uns et les autres, on réfléchisse aussi à cette dimension-là, parce qu'il y a une forme un peu idéalisée parfois de la nature, de son harmonie, de sa beauté, de sa capacité à nous accueillir. Nous ferions partie de la nature. Moi, je peux vous assurer qu'en tant qu'être humain, quand on est amené à se déplacer dans ce type de forêt, et ça m'est arrivé à maintes fois, on ne se sent pas vraiment à sa place quand même. On ne se sent pas vraiment accueillis dans ce type de milieu. Et François Terrasson, il y a quelques décennies, avait théorisé autour de cette peur qui s'est construite dans nos sociétés autour de cette nature
désordonnée, autour de la crainte de la friche, de la ronce, du bois qui pourrit, des choses que l'on ne maîtrise pas et qui, d'après lui, expliquaient une partie de notre incapacité de nos sociétés, qui sont très policées, très réglées, très organisées, à accepter cette partie non maîtrisée de notre environnement dans lequel on est parfois un peu un étranger. On peut se le sentir pas forcément très à l'aise. Voilà, deuxième point d'arrêt de ma promenade en forêt, autour de l'écologie des forêts. Qu'est-ce qu'on étudie? Comment on l'étudie? Bah déjà, le point de départ des forêts, c'est peut-être une banalité, mais ça n'est pas tant que ça quand même, c'est le bois. C'est le fait qu'on a est apparu dans l'évolution la capacité pour certains végétaux de construire leur propre ossature, cette structure assez extraordinaire qu'est le bois, qui se construit peu à peu, de façon concentrique. La partie vivante d'un arbre, c'est juste la petite partie qui est là où il y a vraiment quelques cellules vivantes qui vont produire du bois d'un côté, de l'écorce de l'autre. Ici, c'est encore un petit peu vivant. Je ne sais pas si vous voyez ma souris voilà, la partie un peu plus claire, c'est encore un peu vivant. Et puis le cœur de l'arbre, eh bien, c'est d'une matière morte, inerte. Et l'arbre se construit de cette façon. Et donc, c'est quand même un végétal assez extraordinaire à cet égard. Les recherches qui sont conduites pour caractériser cette structure, bien, ce qu'il y a de plus moderne, c'est ce qui est un peu en haut à droite. Maintenant, avec des techniques de lidar, on arrive, donc un laser qui parcourt tout l'espace, on arrive à faire des espèces de radiographies de la forêt et numériser chacune des petites brindilles, chacun des éléments de ces forêts pour les quantifier, pour les mesurer. Des choses plus traditionnelles, plus habituelles, ben, c'est de caractériser la façon dont ça structure dans l'espace, notamment en termes de strates qui vont s'empiler les unes les autres. Caractériser le bois, c'est caractériser les arbres. Et en France, on a la chance d'avoir un des systèmes d'inventaire forestier parmi les meilleurs au monde. Voilà, il y a quelques autres pays qui ont des systèmes un peu équivalents. Et donc, on est capable d'avoir des cartes, donc c'est l'inventaire forestier national, des cartes extrêmement précises de différentes caractéristiques de nos forêts, et donc d'avoir une connaissance assez fine de ces forêts. Voilà, bon, vous verrez là que les chênes, donc c'est le vert clair, restent l'espèce dominante à l'échelle de notre pays. Les arbres, ils poussent grâce à des flux de matière et d'énergie. Et c'est ce qu'étudie l'écologie fonctionnelle. Cette organisation spatiale des arbres, leur croissance, c'est une combinaison entre une compétition ou une coopération voilà, entre les arbres pour la lumière, chacun cherchant à avoir le maximum de lumière ou la lumière dont il a besoin selon son espèce. Et puis, dans le sol, eh bien, quelque chose d'un peu similaire autour de la disponibilité en eau, en différents types de nutriments. Et ces flux, eh bien, on essaye de les comprendre. Alors, vous imaginez bien que c'est plus difficile d'étudier ça sur un arbre qui va faire 25, 30 mètres de haut, voire beaucoup plus dans d'autres types de forêts, que lorsqu'on essaye d'étudier ces flux sur un géranium qu'on peut mettre dans une petite boîte. Ben voilà, des techniques qui sont utilisées, ce n'est pas du tout dans mes travaux, c'est par exemple ces systèmes de tour à flux, comme ce qui est utilisé là dans la jungle africaine, qui mesure les flux de tous les gaz qui vont être émis par la croissance, l'activité des plantes et des arbres notamment. Ces arbres, ces milieux, c'est aussi un habitat pour la biodiversité, la faune, la flore. Ici, je n'ai pas parlé j'ai pas indiqué la flore. Toute une collection phénoménale d'animaux, des vertébrés, bien sûr, mais essentiellement des insectes qui représentent la grande majorité de la faune,
Et dans cette grande majorité, c'est les coléoptères qui en représentent une grande partie. Et parmi ces coléoptères, près d'un quart d'entre eux sont des insectes dont une partie de la vie dépend du bois. Voilà. C'est ce qu'on appelle la biodiversité. Les forêts sont les milieux, même sous nos climats, sont les milieux terrestres les plus biodivers qui vont comporter le plus d'espèces vivantes, pour autant qu'on sache toutes les mesurer. Voilà, on compte jusqu'à 8000 espèces, par exemple, dans la forêt de Fontainebleau. Parmi ces espèces, certaines jouent des rôles très particuliers. Les champignons, et avec leur rôle en termes de mycorhize, c'est-à-dire d'une synergie avec les arbres où ils échangent des services, des substances, et sans doute participent à la circulation de certaines informations entre les arbres. Vous avez peut-être vu ou lu le livre de Vollenben et le film sur l'intelligence des arbres qui exposait ça à sa façon, peut-être critiquable d'un point de vue scientifique à certains égards, mais qui était assez illustrait bien le rôle que peuvent avoir les interactions entre ces différentes espèces. L'écologie qui étudie ça, c'est ce qu'on appelle l'écologie des communautés, qui essaye de comprendre l'ensemble de ces interactions, d'abord de les caractériser, puis de comprendre l'ensemble de ces interactions. La forêt, c'est un habitat, mais c'est aussi des habitats. À l'intérieur de ça, il y a un emboîtement de tout un paquet d'habitats. Et dans nos travaux, dans notre laboratoire, avec des collègues comme Laurent Larieux pour le citer, eh bien, on s'est intéressé à cet ensemble d'habitats inclus. Et les arbres eux-mêmes deviennent un milieu, un écosystème à part entière. Et on a pu distinguer ainsi, je ne vous les détaille pas, tout un ensemble de micro-habitats qui comportent chacun d'entre eux une diversité d'espèces. Voilà une photo d'une loge de pics noirs qui profitent de ce trou. Et dans ce trou-là, dans le trou créé par les pics, vont venir encore s'installer d'autres espèces qui vont pouvoir réaliser leur cycle de vie dans ces milieux. C'est aussi des habitats qui sont inclus dans la forêt, qui ne sont pas typiquement forestiers, mais qui dépendent de l'ambiance forestière, comme par exemple ces mares ou d'autres milieux, des milieux rocheux. Donc les forêts, à cet égard, sont vraiment des réservoirs de biodiversité. Dans nos travaux, eh bien, on a essayé de rendre compte de ça et d'aider les gestionnaires forestiers à mieux intégrer cette partie de la biodiversité. Et on a produit, enfin surtout Laurent Larieux et Pierre Gonin, un outil qui permet de qualifier ça, l'indice de biodiversité potentielle. Et ça renvoie à ce qu'on appelle l'écologie de la conservation, qui essaye bon an, mal an, avec les moyens du bord, parce que c'est toujours une connaissance imparfaite que l'on a de la biodiversité. Vous imaginez bien que quand il y a plusieurs milliers d'espèces, dont certaines qu'on a de la peine même à identifier, c'est très difficile d'en avoir une estimation, un indicateur qui soit suffisamment précis. Donc là, c'est une approche pragmatique pour essayer que les gestionnaires puissent inclure cette dimension dans leurs actions. J'en profite voilà, pour passer maintenant à ces micro-habitats, ce bois mort aussi, j'en ai pas parlé, ils apparaissent lorsque les forêts sont de plus en plus matures, de plus en plus âgées. Et là, je vais en profiter pour préciser un petit peu ce qu'on entend par forêt mature. Ou, si ce n'est le préciser, montrer un peu l'ambiguïté qu'il y a autour de ce terme. Vous avez deux cycles possibles pour une forêt. Il y a le cycle biologique ou cycle sylvégénique, c'est celui qui se produit dans une forêt lorsqu'elle n'est soumise à aucune action humaine. Et ces cycles-là, eh bien, ils vont pouvoir durer sous nos latitudes plusieurs siècles. Voilà, des chênes peuvent vivre largement plus de 500, 600, 700 ans. Et la forêt, à un moment donné, eh bien, comme vous le voyez, va peut-être rencontrer un événement climatique perturbateur, va s'écrouler et il va y avoir un bouclage du cycle et une régénération. Et vous voyez que là, la maturité des arbres, le moment pendant lequel ils vont pouvoir se reproduire, se déployer, croître à leur maximum, c'est sans doute plusieurs siècles.
Et puis, il y a une autre maturité, c'est la maturité au sein du cycle sylvicole, celle où on récolte les arbres. Et là, c'est la maturité du moment où l'arbre est le plus aisé, le plus facile, le plus intéressant économiquement à récolter. Et bien, sous nos latitudes, c'est des cycles qui sont entre 50 et 200 ans maximum. Donc, on voit bien l'écart qu'il y a entre ces deux conceptions de ce qu'on appelle la maturité. Et lorsque les forestiers sylvicoles, ou certains d'entre eux disent il faut absolument récolter les arbres parce qu'ils sont matures, ils vont devenir trop vieux, alors qu'ils ont 150 ans, vous imaginez bien qu'on pourrait les laisser encore pendant plusieurs siècles et ce n'est pas pour autant qu'ils disparaîtraient. Cette question de maturité et du temps, on l'étudie aussi en termes d'ancienneté des forêts. Et il faut distinguer un petit peu la maturité, c'est l'âge des arbres, et l'ancienneté des forêts, c'est l'âge de la forêt. En gros, on parle d'une forêt ancienne en France lorsque le couvert boisé a été maintenu depuis au moins 1850, qui est, je vous le montrerai tout à l'heure, le minimum de l'époque forestière, et aussi, surtout, l'époque à partir de laquelle on a les premières cartes les plus complètes de la couverture forestière en France. Entre les deux, les arbres ont pu être coupés, les arbres ont pu être exploités, mais c'est resté une forêt. La forêt récente, eh c'est ce qui est apparu lorsqu'il y avait des terres agricoles et qu'aujourd'hui c'est en forêt. Et puis le déboisement, eh il y avait des forêts par le passé, et aujourd'hui ce n'est plus des forêts. Et nous avons conduit des travaux en écologie historique qui ont essayé de caractériser, de repérer ces forêts anciennes. Alors ici, c'est un exemple sur les Pyrénées. Donc, vous voyez les petites taches colorées, ça correspond à des forêts anciennes. Et le type de couleur dépend par ailleurs de leur niveau de maturité, donc l'âge des arbres. Et ce que vous voyez tout de suite, c'est que il y a très peu aujourd'hui dans la couverture forestière, c'est ce qui est le vert clair, de restes de ces forêts anciennes. Et donc, c'est un patrimoine rare qui est menacé parce que une fois que ces forêts qui ont 200 ans, 300 ans, voire plus, on ne sait pas, auront été coupées, défrichées, eh bien, il faudra à nouveau attendre 400, 500 ans avant de retrouver quelque chose d'équivalent. Et ce que l'on a montré, c'est qu'en termes de biodiversité, eh bien, on observe dans ces forêts des choses et des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans les forêts récentes, parce qu'elles n'ont pas eu encore le temps de coloniser ces nouvelles forêts. Alors oui, la forêt en France, elle s'accroît. Elle n'est pas menacée, les forêts ne disparaissent pas, on n'a pas de défrichement en France. Je le précise en France parce qu'à l'échelle mondiale, ça reste vrai. Les défrichements, le déboisement, la surface forestière diminue en France, dans le monde. Par contre, en France, eh bien, vous avez là cette courbe qui vous montre voilà, le maximum, c'était il y a quelques 6000 années, juste au début du néolithique. Et puis ensuite, ça n'a fait quasiment que décroître du fait de l'action humaine. Le minimum, on estime qu'il était vers la Révolution française. Et coup de bol, ça correspond à peu près au moment où on a les premières cartes de couverture forestière. Et depuis, la forêt a doublé en surface à l'échelle nationale. Alors, ce n'est pas partout. Vous le voyez sur la carte qui est à droite. Certains départements ont des taux d'expansion de la forêt beaucoup plus rapides que d'autres. Et ça peut expliquer pourquoi, quand on pose la question aux citoyens, aux gens, la plupart disent bah oui, les forêts diminuent. En fait, c'est vrai, elles diminuent autour des endroits où vivent des concentrations humaines. Autour des villes, les forêts diminuent, les forêts disparaissent, grignotées par les autoroutes, grignotées par les aéroports, les lotissements ou les centres commerciaux. Par contre, à l'échelle nationale, dans les endroits où personne ne vit, au fin fond de l'Ariège, dans les Pyrénées, la Corse ou que sais-je encore, là, la forêt continue à s'accroître. Mais la perception qu'en ont les gens, c'est que la forêt près de chez eux, elle a diminué. Et puis, voilà, là, c'est ma discipline. Les forêts, si on élargit, elles sont aussi des composantes importantes des paysages ruraux. Elles structurent, elles organisent visuellement les paysages. Vous avez ici une photo des coteaux de Gascogne avec les Pyrénées dans le fond, où on voit bien la présence de ces petits massifs forestiers, de ces arbres isolés, de ces haies qui forment tout un tissu arboré, boisé,
qui est très important pour expliquer le fonctionnement des paysages. Alors bien sûr, nous, on ne traite pas et on n'étudie pas les paysages dans sa dimension esthétique, mais plutôt sur des photos aériennes comme celle qui est au centre de ma diapositive, ou des images satellites qui vont nous donner d'autres informations. Et on essaye de comprendre comment l'organisation spatiale, la forme, la localisation de ces forêts influent sur un certain nombre de leurs propriétés écologiques, comme leur biodiversité. Parmi les choses que l'on a montrées, et que d'autres ont montrées à travers le monde, eh bien, c'est que certains insectes peuvent passer une partie de leur vie dans la forêt. C'est le cas de ces carabes, qui sont des insectes, et à un moment donné, vont aller dans les champs voisins, selon les types de culture, selon des conditions qui nous restent à préciser, et éventuellement rendre service à l'agriculture parce qu'ils sont des prédateurs, par exemple, de limaces ou de pucerons. Et quelque part, on essaye, dans mon institut, de travailler à cette agroécologie des paysages, c'est-à-dire comment aménager des paysages de façon à ce que ces effets bénéfiques pour l'agriculture provenant des forêts puissent être valorisés. Cette discipline, c'est donc l'agroécologie des paysages ou l'écologie des paysages, c'est ma discipline de rattachement. Je pourrais développer longuement, mais je vais essayer d'aller plus vite. Nos usages des forêts, eh bien, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, les forêts, elles peuvent pousser sans nous. Hein, on l'entend de moins en moins, mais à un moment donné, on entendait ça, la forêt sans l'homme, elle périclite, elle va mourir, elle va s'étouffer, elle va disparaître. Il faut des forestiers. Il faut que l'homme intervienne pour que les forêts poussent. Bien sûr que non. Les forêts, elles ont poussé pendant des millions d'années sans qu'il y ait jamais un seul être humain qui intervienne dedans, et elles n'ont pas besoin de nous. Néanmoins, les forêts que nous avons dans nos régions sont des forêts qui ont été façonnées pour nos besoins depuis très longtemps. Et donc, si nous voulons des forêts qui produisent encore du bois, si nous voulons des forêts dans lesquelles on va pouvoir se promener, des forêts dans lesquelles on va pouvoir chasser, des forêts dans lesquelles nos besoins vont pouvoir être satisfaits, là oui, effectivement, l'intervention humaine est nécessaire pour les façonner. Alors, je reviens sur le bois. Le bois, les bois, dans ces différentes formes, sont des matériaux qui sont indispensables à nos sociétés. Et assez bizarrement, on finit parfois un petit peu par oublier l'omniprésence de ces produits issus du bois, tout comme on finit par oublier l'omniprésence du pétrole qui est partout. Le bois aussi, il est dans notre énergie qui nous chauffe, dans notre ameublement, dans nos bâtiments, dans le papier, dans l'emballage, dans un grand nombre de supports. Et pour certains usages, comme fabriquer des violons de qualité, eh bien, jusqu'à maintenant, on a été toujours incapable d'inventer quelque chose qui puisse remplacer la qualité de ce produit. Vous pourrez vous amuser un jour avec vos enfants ou pour vous-même à essayer de trouver un endroit où il n'y ait pas quelque chose qui provienne du bois autour de vous. Et vous verrez que c'est assez compliqué parce que il y a toujours un morceau de papier, il y a toujours une allumette, il y a toujours un meuble, il y a toujours quelque chose qui a été produit avec du bois ou une charpente. Donc il est vraiment omniprésent et indispensable à nos sociétés. Et pourtant, alors là j'en profite, d'une façon, atelier d'écologie politique, il y a aussi politique pour faire un petit peu de la politique d'une certaine façon. Et pourtant, cette ressource aussi vitale, eh bien, la gestion qui en est faite, à mon avis, n'est pas du tout en accord avec l'importance qu'elle a dans nos sociétés. Ici, c'est une manifestation modeste par son ampleur et ses effectifs, mais des forestiers de l'Office national des forêts qui s'inquiètent du devenir de leur organisme en termes de gestion d'une partie des forêts. Ils ne gèrent que les forêts qui appartiennent à l'État, donc nos forêts à nous en tant que citoyens. Ils étaient 9000 agents à s'occuper de ces forêts il y a quelques dizaines d'années, hein, et mon père en faisait partie. Aujourd'hui, ils sont 3000. Pourquoi une ressource aussi vitale que le bois
qui a des importances, une importance écologique aussi grande, on la confie à une gestion aussi peu intense, aussi peu attentive au devenir de ces forêts, qu'on diminue les moyens. Pourquoi n'existe-t-il pas à l'échelle nationale un office national de toutes les forêts qui s'occuperait d'avoir une gestion un peu plus raisonnable de l'ensemble des forêts? C'est l'Office national des forêts, d'une certaine façon, est en train de disparaître, d'une certaine façon, dans sa structure d'origine, sous nos yeux, de façon discrète. On n'en entend pas beaucoup parler, hein, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour qu'on entende parler, mais je pense que ça aura des conséquences extrêmement lourdes, potentiellement, sur le devenir de nos forêts. C'est des produits forestiers, le bois, j'ai indiqué aussi, mais aussi, et de plus en plus, d'attention sur ce qu'on appelle les services écosystémiques. Anne-Caroline en a parlé tout à l'heure, ou des produits non ligneux. Alors, les services écosystémiques, c'est par exemple le fait que les forêts sont parmi les outils les plus efficaces pour contrôler le flux d'eau, les crues, l'érosion, la qualité, les pollutions des eaux à travers leur capacité d'épuration. Maintenir les forêts, gérer ces forêts, c'est nous rendre des services qu'on ne peut pas substituer ou créer en mettant des digues à base de béton. Et puis c'est aussi donc tout un ensemble de produits. J'ai mis ici les murs parce que j'aime beaucoup ça, mais ça peut être les champignons et tout un ensemble de produits. Alors bien sûr, en France, c'est assez marginal d'un point de vue économique. Ce n'est pas vrai à l'échelle mondiale, où tous ces produits non ligneux issus des forêts contribue énormément à la survie d'une bonne partie de la population rurale dans beaucoup de pays. Et puis, c'est aussi toutes les valeurs sociales et culturelles, j'en ai dit quelques mots un petit peu au début. Il y a une activité touristique, il y a une activité économique aussi autour de la fréquentation des forêts, des aménagements. On a fait des mesures, par exemple, qui montrent que la somme que dépensent les Français pour profiter, utiliser, aller en forêt, en termes de déplacement, en termes de temps, en termes d'essence, eh bien, c'est bien supérieur à la valeur du bois qui est sorti de ces forêts. Donc, c'est une autre dimension à prendre en compte, des usages qu'il faut intégrer dans les forêts. Alors, j'arrive à la fin de ma promenade avec l'avenir de ces forêts et à la bataille, j'ose le terme, qui fait rage en ce moment sur la contribution que pourraient avoir les forêts face au changement climatique. Et en gros, il y a deux grands courants de pensée qui sont en train de s'affronter et de l'issue de cette bataille qui est en train de se faire dépendra, je pense, énormément l'avenir de nos forêts. Il y a une façon de penser qui dit pour lutter contre le changement climatique, il faudrait stocker plus de carbone dans les produits en bois, dans des charpentes, dans des meubles, dans toutes sortes de produits, et la substituer le bois à d'autres matériaux. Voilà, utiliser du bois pour faire de l'énergie plutôt que d'utiliser du gaz ou du pétrole. Et pour cela, d'avoir une sylviculture qui serait, j'utilise les termes des protagonistes de cette, enfin des supporters de cette démarche, qui serait beaucoup plus dynamique. On exploiterait 2 fois plus qu'aujourd'hui, en aidant et en plantant de nouvelles essences qui résisteraient peut-être mieux à la sécheresse, même si elle vient de l'autre bout du monde. Ça a une certaine pertinence, voilà, sur les chiffres. Et puis l'autre démarche, c'est de dire il faudrait stocker plus de carbone, mais dans les forêts. Parce qu'il y a du carbone dans le bois, mais il y a aussi du carbone dans le sol. Il y a aussi du carbone qui est stocké dans le bois mort qui va rester dans la forêt. Et ça permettrait de préserver, a priori, d'autres bénéfices qui sont tirés des forêts par une sylviculture qui est plus prudente. J'utilise ce terme-là pour ne pas dire moins dynamique, qui est à peu près la sylviculture que l'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, vraiment, il y a une confrontation entre ces deux façons de penser. Les chiffres qui sont assénés sur les impacts d'une des options ou l'autre face au changement climatique, au stockage du carbone, montrent que c'est kiff-kiff
Voilà, il n'y a pas un avantage décisif majeur pour une des méthodes par rapport à l'autre. Elles ont des avantages, puis elles ont des inconvénients. Pour la première, c'est qu'une sylviculture plus dynamique implique quelque part de relarguer un peu de carbone au début. Quand vous coupez des arbres, eh bien voilà, il y a des effets sur le sol qui vont relarguer un peu de carbone. Mais peut-être qu'on va en stocker plus après. Stocker du carbone dans les forêts, c'est très bien, mais si les forêts elles brûlent, eh bien, tout ce carbone il repart instantanément dans l'atmosphère. Donc c'est un risque. Et donc là, pour l'instant, eh bien, il y a du débat. Bien évidemment, je peux faire un espèce de pronostic pessimiste. C'est que la première des options, elle suscite énormément plus d'activité économique que la deuxième. Avec la première, vous faites tourner la sylviculture, vous faites tourner les scieries, vous faites tourner les planteurs, les pépiniéristes qui vont faire des plants, vous faites tourner toute une économie autour des produits. C'est pour l'instant celle qui semble avoir le plus des vents favorables, notamment de la part du gouvernement, mais je pense que la bataille n'est pas finie. De mon point de vue, je pense aussi qu'on passe un peu à côté du fait que, certes, les forêts peuvent aider à lutter contre le changement climatique, mais surtout, elles vont être un atout à l'échelle des territoires, à une échelle locale, pour favoriser des sociétés rurales qui soient beaucoup plus résilientes face à des incidents climatiques ou liés au changement climatique qui pourraient se produire. Parce que depuis tout temps, c'est une ressource qui est très dispersée, elle est très accessible, elle est facilement mobilisable. Voilà, la photo là montre un vieux monsieur avec une tronçonneuse. Il peut produire l'énergie dont il a besoin pour se chauffer, assurer son confort, voire produire un certain nombre de matériaux dont il peut avoir besoin aisément, sans avoir à passer par toute une infrastructure que nécessitent d'autres matières premières. Donc je pense que cette dimension-là, à terme, prendra beaucoup plus d'importance. Il y a aussi un grand débat dans l'avenir autour de forêt-élevage, auquel on ne pense pas forcément on ne pensait pas beaucoup jusqu'à maintenant. On y pense maintenant avec l'émergence des problématiques autour du soja qui s'étend pour nourrir nos animaux d'élevage au détriment de la forêt amazonienne. Si vous voulez beaucoup de viande et de la viande pas chère, eh bien, il faudra nourrir ces animaux avec un peu de soja. Et ce soja, eh bien, il sera pris à l'évidence au détriment de la forêt. Mais c'est aussi vrai dans nos régions. Forêt et élevage, en gros, ont toujours été les deux éléments qui avancent dans un sens au détriment de l'autre. C'est quand les zones d'élevage sont abandonnées que la forêt vient s'installer, s'enfricher comme dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Et puis, si on veut plus de surface pour cultiver, eh bien, ça sera a priori au détriment de la forêt. Et la plupart des estimations montrent que si on veut pouvoir maintenir les surfaces forestières tout en ayant une alimentation satisfaisante pour tout le monde, compte tenu de l'accroissement de la population, compte tenu de choix agroécologiques des cultures, eh bien, ça impliquera sans doute de diminuer la part de l'élevage pour pouvoir maintenir des surfaces forestières. Et donc tout ça, ça pose la question dans l'avenir de quel usage des terres et quelle place pour les forêts dans cette logique-là. Et quelque part, on est en train de finir la fin d'un cycle où jusqu'à maintenant, on était dans une vision très conservationniste de paysages ouverts, multifonctionnels, et où, bien pour éviter l'enfrichement, l'enfermement du village, comme sur la photo, par les friches, la croissance de cette végétation qui n'est plus maîtrisée par l'agriculture et par l'élevage, eh bien, on était prêt à dépenser un petit peu toutes sortes de moyens, à payer des éleveurs à produire à perte, mais juste pour qu'ils viennent entretenir, ou maintenant à remplacer bovins, ovins et animaux par toutes sortes de machines qui visent à maintenir ce sentiment d'un contrôle sur les paysages et les espaces. Et puis face à ça, émerge depuis quelques années un mouvement un peu différent de réensauvagement des milieux, en disant, mais peut-être que quand même, dans certains endroits, on n'a peut-être pas besoin de vouloir intervenir systématiquement. Peut-être qu'on pourrait laisser aussi de la nature
reprendre ses droits, à agir en libre évolution et concentrer nos efforts sur d'autres parties de l'espace. Donc, ce n'est pas forcément réensauvager toute l'Europe, mais peut-être certains endroits. Alors ça, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, mais qui est extrêmement difficile et qui renvoie, je pense, à la façon dont nos sociétés conçoivent cette relation à la nature, à une nature sauvage qui serait en libre évolution. Tout le monde est bien d'accord sur une nature maîtrisée, esthétique, où on va se promener, nos petites forêts cathédrales, nos grandes vallées ouvertes où les touristes peuvent se promener. Mais qu'en est-il lorsqu'on décide pour certaines parties du territoire de dire mais là, on va arrêter de toucher. On ne fait plus rien. On ne va plus chasser, on ne coupe plus d'arbres. Et puis si ça s'enfriche, si ça évolue, eh bien, laissons faire, laissons voir. Les quelques exemples, il n'y en a pas beaucoup en France d'associations qui ont pris cette initiative-là. Hein. Voilà, il y a une association qui s'est acheté 500 hectares dans le Vercors. Vous n'imaginez pas ce que ça peut soulever comme opposition face à ça, mais c'est des oppositions d'ordre philosophique plus que concrètes, puisque c'est quand même encore que quelques hectares sur plusieurs millions. Et donc, la place de cette nature nous questionne. Moi, il me semble, et j'en terminerai par ça, que ces liens, et si on veut réfléchir et faire bouger cela, eh bien, il faut le prendre au niveau des enfants. Alors, c'est un peu une tarte à la crème, c'est la génération future, il faut leur expliquer, les sensibiliser à la nature. Je crois que ce qui a changé un tout petit peu depuis peu, c'est qu'on a découvert, et je reboucle sur ce que je disais au début, nous sommes des animaux forestiers, nous sommes faits pour vivre dans la forêt. Les forêts, c'est les lieux propices à l'enfance. On a découvert que étudier pour des enfants en forêt, être en forêt ou dans la nature, en contact avec les plantes, avec les animaux, avec le climat, avec la pluie, avec la terre, eh bien, ça concourait à la fois à leur santé, à leur développement intellectuel, au développement de leurs capacités sociales. Et il y en a de plus en plus, c'est vraiment un mouvement extrêmement fort en ce moment, toutes les écoles dans la forêt, dans la nature qui se développent, montrent à chaque fois le bénéfice que tirent tous les enfants à être en contact avec la nature. Et on peut penser que ce mouvement-là pourrait être de nature, c'est le cas de le dire, à changer peut-être la perception qu'ils auront en tant qu'adultes et peut-être décideurs sur la place de la nature dans nos sociétés. Voilà, je vous remercie vraiment pour votre attention. Je vous encourage une fois de plus, allez en forêt, allez vous promener, sortez des sentiers, laissez-vous bercer par l'ambiance. Voilà, c'est aller en forêt, mais pas pour tenir la conversation que vous auriez sur votre canapé avec vos amis, encore que ça peut être très, très sympathique, mais c'est aussi pour en découvrir et en ressentir un petit peu tous les charmes qu'elle peut vous offrir et que ce poème de Chateaubriand, je trouve, retranscrivait assez bien à mon goût. Voilà, je vous remercie beaucoup.